Donc, ce qui a été évoqué, donc on commence à chercher des financements et là, toute la question, c'est à partir de quand et pourquoi on cherche les financements. En fait, avant de chercher des financements, effectivement, il faut se poser la question où on est dans son développement parce qu'en fonction de la phase de développement, les aides auxquelles on pourra prétendre ne seront pas forcément les mêmes. Donc, la question, c'est vraiment de se dire où on est. Enfin, souvent, on sait qu'on entend parler, on entend dire qu'il y a des aides qui sont même en amont de l'immatriculation. En théorie, c'est possible. Là, encore une fois, hein, je précise, je parle vraiment des aides aux entreprises et notamment des entreprises qui sont dans le domaine de l'innovation. Donc, je ne parle pas forcément des entreprises, on va dire, traditionnelles, ni celles qui seraient dans le domaine de l'économie sociale et solidaire puisqu'ensuite, c'est un peu un autre, ça diffère un peu, c'est pas tout à fait le même mode de fonctionnement. Mais donc, on se pose la question avant tout, dans quelle phase de notre développement on est, parce qu'en fonction de notre phase de développement, les aides auxquelles on pourra prétendre ne sont pas forcément les mêmes. Ni les règles, ni le mode de fonctionnement, ni les montants à solliciter, ça peut fortement varier. Donc, quand on décide de chercher des financements, donc on se pose la question avant tout pourquoi faire. Donc, on identifie avant tout, on identifie avant tout des besoins. On se pose la question pourquoi on a besoin de chercher des financements. Ça peut être pour acheter de la matière première, pour développer un prototype, pour s'immatriculer, pour élaborer une stratégie commerciale, pour développer son entreprise, pour aller à l'international. Enfin, il y a beaucoup de besoins qu'une entreprise exprime au quotidien. Cependant, tous les besoins ne seront pas finançables, on va dire, par les aides publiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose à savoir quand on est surtout en démarrage. Les aides auxquelles on pourra prétendre, notamment, on va voir, hein, les subventions, les aides remboursables, ne pourront pas financer tout ce type de besoins, mais on y reviendra un peu plus tard. Alors, souvent, on entend parler de nombreux dispositifs financiers. C'est vrai, il y en a vraiment beaucoup de type subventions, prêts d'honneur, prêts bancaires, aides remboursables, crédits, microcrédits. Et quand on est donc une start-up, une entreprise à potentiel, on parle beaucoup de la levée de fonds, des investissements privés, des business angels. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dispositifs et souvent, on peut être un peu perdu là-dedans, à savoir qu'est-ce que représente quoi, où on va aller, à qui s'adresser. Et c'est d'autant plus vrai quand on voit les différents interlocuteurs, ben voilà, l'a dit, hein, on en parlait, hein, il y a des structures, France Active, les banques, les régions, l'État, le FEDER, le FSC, il y a un tas de structures en fait qui peuvent accompagner les entrepreneurs. J'ai lu qu'il y a à peu près autour de 500 dispositifs en France. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on est éligible à tous. Et c'est toute la difficulté quand il s'agit de se lancer dans des financements publics, parce que certes, vous avez beaucoup de dispositifs disponibles. Ce n'est pas pour autant que vous pourrez être éligible à tous ces dispositifs. Et encore pire, s'il y a, on va dire, une vingtaine de dispositifs dans une région, il se peut que vous ne serez éligible qu'à un seul. D'où l'importance, effectivement, de bien identifier, de bien présélectionner, de bien connaître les dispositifs parce que tout ça prend énormément de temps. Et si on se lance un peu à l'aveugle, bah, c'est une question de temps, hein. Ce n'est pas que vous n'y arriverez pas, mais c'est vrai que ça peut être très chronophage. Alors, si on passe un peu sur le panorama des aides publiques, ce que je disais au départ, en fait, il y a beaucoup de dispositifs dont on entend parler. Cependant, il faut savoir qu'en fonction de différentes phases de développement, vous ne pourrez pas prétendre à tous ces aides. J'ai essayé de schématiser, hein, mais c'est très grossier hein, ce que j'ai fait, mais ça permet quand même d'avoir un peu de repères. On peut parler, on va dire, de 4 phases majeures dans la vie d'une entreprise. Une idéation où on n'est pas encore, on va dire, dans la création, on est en amont de la création ou tout juste dans la création. On peut avoir vraiment la création qui peut comprendre, on va dire, première année de vie d'une entreprise. Parfois, en réalité, c'est toujours un peu plus. Ensuite, les premiers succès, effectivement, ensuite la croissance qui souvent,
Souvent, et par les acteurs publics, un peu déterminé à partir de 3 ans. On considère qu'une entreprise, à partir de 3 ans, doit être dans la phase de développement et de croissance. Et en fonction de ces différentes phases, on peut prétendre à différentes aides et surtout des différents montants. J'entrerai ensuite plus en détail pour expliquer effectivement quel type d'aide peut s'apprêter à quelle phase de création. Là, je vous ai fait un petit mélange aussi bien des financements privés, de financements publics, mais je rappelle, aujourd'hui, moi, je vais me concentrer avant tout sur des financements publics. Alors là, je vous propose de passer un peu en revue différents types d'aides, hein, et puis bien sûr, après, on entrera plus en détail. D'abord, les subventions. Alors ça, c'est une type d'aide qui est évidemment la plus recherchée, hein. Tout le monde veut avoir des subventions. Alors pourquoi? C'est logique parce que c'est presque un cadeau. Ça veut dire que c'est une aide financière qu'on obtient, mais on ne la rembourse pas. Et j'ai mis a priori. Pourquoi a priori? Parce qu'on ne la rembourse pas, bien sûr, à condition qu'on a bien respecté les règles, enfin, on appelle ça une convention, une annexe financière ou un contrat qu'on a signé avec le financeur, et si on a bien respecté tout ce qui a été convenu lors de la signature de ce contrat. Donc, normalement, si on a bien développé notre projet dans les règles de l'art, si on a tout respecté, normalement, on ne la rembourse pas. Ce qui est très important de savoir, et ce qu'on oublie, enfin, on oublie ou ce qu'on ne sait pas forcément, que ce n'est jamais à 100%. En fait, les financements publics à destination des entreprises ne sont jamais à 100%. C'est interdit par la Commission européenne parce que ça enfreint la règle de la concurrence du marché. Donc, on ne peut pas, un financeur public ne peut, je dis ça généralement, aider une entreprise privée à la hauteur de 100%. Je dis généralement parce qu'effectivement, il existe des rares exceptions, mais il faut retenir quand même ce principe, ce qui veut dire qu'il s'agit toujours d'un cofinancement, et ça veut dire toujours qu'il faut avoir des fonds propres. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, et je prends exemple de la fameuse bourse French Tech, qui est une aide très connue dans le domaine des entreprises innovantes. C'est une aide vraiment au démarrage des entreprises qui est accordée par la BPI, et cette aide, par exemple, peut aller jusqu'à 30 000 euros. Pour un projet qui est d'un montant maximal de 60 000 euros, concrètement, ça veut dire, si vous voulez obtenir une aide de 30 000 euros, il faut que vous apportiez entre 15 et 30 000 euros de votre poche. Donc, d'où l'importance des fonds propres, et c'est surtout au démarrage, les subventions sont souvent conditionnées par les fonds propres, et elles y vont à la hauteur des fonds propres. Et la BPI est extrêmement regardante regardant des fonds propres, surtout au départ. Donc, il faut vraiment se dire que pour obtenir une subvention, il faut déjà avoir de l'argent, ce qui n'est pas forcément évident quand on est au démarrage d'une entreprise. Quand on est une entreprise déjà en développement, les règles sont un peu différentes. Ce qui va être pris en compte, c'est clairement la santé financière de l'entreprise. Ça va être le développement de son chiffre d'affaires, ça va être ses effectifs, etc. Mais il y aura toujours des conditions. Donc, c'est pas automatique, c'est pas comme ça à donner. Donc, il y a des règles qu'il faut respecter, il faut les savoir. Et voilà pourquoi c'est important cette idée des fonds propres, parce qu'en fait, le versement d'une subvention n'intervient pas d'un coup. En fait, c'est souvent le versement qui intervient à plusieurs fois. Ce qui veut dire qu'en fait, vous allez avoir une partie de financement, on va dire à la signature, au début de votre projet, mais surtout, vous allez avoir le reste à la fin de votre projet. Et cela sur justificatif, c'est-à-dire qu'il va falloir justifier toutes les dépenses que vous avez. Et si vous avez dépensé plus, c'est tant pis pour vous, vous n'aurez pas plus. Si vous avez dépensé moins, vous allez avoir ce que vous avez dépensé. Très important donc de faire attention au développement de son projet, aux dépenses, mais surtout pourquoi l'importance des fonds propres, parce qu'il va falloir pouvoir tenir financièrement jusque recevoir cette dernière tranche de financement des aides publiques. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les délais d'instruction, d'obtention des aides peuvent être très longs. J'ai dit 3 à 6 mois, c'est parce que je suis optimiste.
Mais parfois, 3 mois, c'est vraiment les délais optimistes. Il faut plutôt tabler sur 6 mois, parfois même plus. Donc, il faut savoir que déjà, c'est quelque chose qui s'anticipe. Il faut pouvoir se permettre de tenir tout au long pour recevoir le financement à la fin de son projet. Alors, les aides remboursables. Alors, les aides remboursables, souvent, j'ai des entrepreneurs qui me disent: ah là là, j'ai trouvé une subvention. En fait, je regarde, ce n'est pas une subvention, c'est une aide remboursable. Mais la confusion est très facile parce que les aides remboursables ressemblent beaucoup aux subventions. Et d'ailleurs, elles les vont souvent ensemble. Mais en fait, attention, une aide remboursable, comme son nom le dit, c'est une aide qui se rembourse. Alors, ça peut davantage se ressembler aussi à un prêt. Mais la différence, c'est qu'en fait, une aide remboursable, c'est une aide qu'on reçoit, qu'on doit rembourser, mais on la rembourse sans les taux. Donc, il n'y a pas de taux, il n'y a pas de garantie, on la rembourse. Et généralement, on la rembourse avec un délai avec un différé de remboursement qui peut être important. Les aides remboursables sont souvent couplées à des subventions. Elles interviennent généralement quand les montants sont un peu importants. Par exemple, la BPI accorde souvent des différentes aides qui sont en effet un mélange d'aides remboursables et des subventions. Et je donne un exemple concret, par exemple, une aide InnovUp. InnovUp, c'est une aide régionale de la région Île-de-France et qui est en fait, ça peut être une subvention si au-dessous de 30 000 euros, mais au-delà de 30 000 euros, cette aide InnovUp va être un mixte entre une subvention et une aide remboursable. Je donne l'exemple d'un projet que nous avons accompagné. Donc, c'est un entrepreneur qui a déposé un projet de 400 000 euros. Il a eu une aide de InnovUp de 150 000 euros. Sauf que sur les 150 000 euros, il avait la moitié en subvention, donc c'est une aide qui ne remboursera pas, et une autre moitié sous forme d'aide remboursable, pour le coup, il remboursera. Donc, c'est ce qui arrive souvent. Donc, les aides remboursables, ce sont des aides qui sont donc sans taux. C'est une aide qui est versée à l'entrepreneur, mais l'entrepreneur va devoir la rembourser, donc sans taux, sans garantie, à partir d'un certain moment, avec un différé de 2 ans et sur un délai qui reste quand même très raisonnable. Comme pour les subventions, c'est rarement, je préfère dire jamais à 100%, et c'est toujours un cofinancement. Ça veut dire qu'il faut toujours apporter des cofinancements à vos projets. Et souvent, encore une fois, ça intervient à partir de moments où les montants sont bien plus importants. Donc, c'est aussi, comme pour les subventions, le versement plusieurs fois sur justificatif à la fin et délai, ils vont être pareil, de 3 à 6 mois, voire plus. Ce qui est aussi intéressant et ce qui n'est pas la même chose, ça peut être appel au projet ou appel à manifestation d'intérêt. C'est un peu particulier parce que là, c'est un financeur qui lance. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que souvent, les aides remboursables et les subventions peuvent souvent se déposer au fil de l'eau. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que généralement, vous pouvez déposer votre projet quand vous êtes prêt, donc il n'y a pas forcément un délai. Donc, ça se fait, le financeur instruit le dossier, ça veut dire il le regarde, il l'étudie au fil de l'eau, à un moment où vous le déposez. Et voilà, il n'y a pas un délai précis. Ça peut être aussi, il y a les délais parfois, mais on va dire, on peut retenir ça. Pour les appels à projets, appels à manifestation d'intérêt, c'est un peu différent. C'est que le financeur va lancer un appel à projet pour une durée déterminée, avec un thème bien spécifique, avec l'envie de financer des projets spécifiques. Et ça peut être, par exemple, j'ai déposé un dossier pour une entreprise qu'on accompagne, un appel à projet dans le domaine des industries culturelles et créatives. Donc, c'est un appel à projet qui a été lancé conjointement avec la Caisse de dépôt et le CNC, donc le Centre national de cinéma, où effectivement, ils voulaient soutenir le spectacle vivant, donc les nouvelles approches de spectacle vivant, l'expérimentation. Donc, ils donnent leurs objectifs, ils veulent soutenir les nouvelles méthodes de création, etc., etc. Donc, en fait, ils élaborent leur cahier des charges. Ils disent, voilà, nous souhaiterions avoir tel ou tel type de projet.
Et donc, il y a l'appel à projet à faire, à fournir, et donc il faut entrer, on va dire, dans les cases en quelque sorte, qui sont parfois beaucoup plus restreintes que celles d'une subvention qui, on va dire, en continu. Pareil, ces appels à projets peuvent pareil, être financés sous forme de subventions et d'aides remboursables. Ça va dépendre vraiment de chaque financeur et il y aura toujours besoin d'un cofinancement. On va dire qu'en fonction du domaine dans lequel le projet s'inscrit, ben là, le projet dont je vous parle, par exemple, pour les petites entreprises, le cofinancement pouvait aller jusqu'à 70%, mais pour les PME, ça sera par exemple à 50%. Donc, parfois, on va dire que généralement, c'est autour de 50% de cofinancement. Parfois, ça peut être 70, mais ça peut être aussi moins. J'ai mis à partir de 50 000 euros. On va dire c'est aussi des projets, des appels à projets qui sont plus intéressants parce qu'effectivement, constituer un dossier pour ce type d'appel à projet, c'est assez lourd. Ça prend du temps et les financeurs eux-mêmes ne sont pas toujours motivés à examiner les dossiers pour les moindres montants. Donc, c'est vrai que souvent, on arrive, enfin, c'est par exemple le cas d'ADEME, là, le cas de CNC, ils mettent toujours un plancher bas parce qu'ils estiment qu'au-dessous d'un certain seuil, c'est trop chronophage pour examiner les dossiers et que ça ne vaut pas le coup forcément. Donc, comme je disais, les délais d'obtention, ils sont souvent longs et il faut le savoir. Alors, donc, quelque chose donc, juste à retenir, donc c'est toujours un cofinancement, d'où l'importance d'avoir vraiment des fonds propres pour s'y lancer. Ce qui va être très important, mais j'y reviendrai quand vous faites ce genre quand vous répondez à ce type de financement, c'est vraiment le retour d'investissement qui, pour le domaine public, c'est clairement la création d'emplois. Mais je reviendrai un peu plus tard. Et ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est une sélection. Ce n'est pas un droit. Ce n'est pas parce que c'est une aide publique, parce que c'est une subvention publique que vous ayez le droit de l'avoir. Ça va être vraiment, et c'est vraiment une attitude qui est importante d'avoir parce que c'est pas forcément un dû, c'est vraiment une question de sélection. On va sélectionner les projets qui sont le plus pertinents, qui correspondent au mieux aux besoins de chaque territoire. Et donc, ça va être vraiment une sélection. Et parfois, la sélection peut être vraiment très rude. Quand on fait quand on fait une demande de ce genre de financement, il faut savoir que vraiment, c'est que les dépenses qui sont afférentes au projet. Souvent, notamment dans des projets innovants, on ne va pas pouvoir mettre, par exemple, tout ce qui est la communication. Je reviens sur la bourse French Tech, tout ce qui va être la communication, le marketing, ce genre de choses sont clairement inéligibles. Comme c'est des projets qui vont porter sur de l'innovation, les dépenses qui vont être éligibles sont celles qui vont être liées à l'innovation. Ces aides aussi ont un objectif, c'est faire un effet de levier parce qu'un financeur public se dit à partir du moment où ils vous soutiennent, ça veut dire que derrière, vous allez pouvoir enclencher des financements privés. C'est aussi pourquoi il y a aussi ces questions de cofinancement. Donc, ils vous aident par la suite de chercher des financements privés, ou d'autres publics, mais l'objectif, c'est quand même privé, pour que vous puissiez vous développer. Ce qui est important, je dis aussi, il faut rendre des comptes parce que quand je vous dis, vous aurez le reste des financements à la fin de votre financement sur justificatif. Et donc, l'argent arrive à la fin. Il faut tenir, il faut bien gérer son projet tout au long. Ce n'est pas une fois que vous avez signé la convention, vous dites, ça y est, j'ai eu le financement. Non, ce n'est pas vrai. Vous allez le financement à la fin. Et effectivement, ça prend du temps à préparer le dossier, déjà à identifier les bonnes sources de financement, à préparer le dossier et puis recevoir l'argent à la fin. Alors, il y a aussi des concours. Les concours, c'est un peu, parfois, c'est comme des appels à manifestation d'intérêt ou appels à projet. C'est vrai, ça se ressemble beaucoup avec la différence qu'un concours est souvent récurrent, par exemple une fois par an. Les montants peuvent être pour le coup très, très variés. Ça va revenir pareil sur un cofinancement. Par contre, la concurrence, c'est vraiment encore plus rude que pour un appel à manifestation d'intérêt parce que le concours va être beaucoup plus large. Et je donne un exemple pareil pour le concours e-Lab de la BPI très connu.
c'est un concours très, très, très large, très ouvert, mais il faut savoir que la sélection est extrêmement difficile. Nous avons déposé des projets au mois de janvier et les dossiers sont toujours en cours d'instruction pour une réponse fin juillet. Donc ça, c'est la vérité, ça, c'est la réalité. Donc il faut le savoir que bon, ILAB, c'est un concours qui est extrêmement lourd et très grand. Enfin, c'est un concours national, mais il faut avoir notion du temps et savoir que c'est vraiment très, très long. Alors, voilà l'a dit. Il y a d'autres possibilités quand on n'a pas forcément, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, ils se disent, oui, mais en fait, moi, je n'ai pas suffisamment des fonds propres, donc je ne pourrais pas demander une subvention. Et c'est malheureusement vrai, il y a beaucoup d'entrepreneurs, c'est la réalité aussi, qui n'ont pas suffisamment de fonds propres en démarrage. Mais il faut savoir qu'il existe vraiment des possibilités de trouver des aides au démarrage. On en a parlé dans l'introduction de l'ADI avec les microcrédits qui sont des montants. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un crédit qui peut aller jusqu'à 10 000 euros. D'où, avec un taux quand même important, l'avantage, c'est que le délai d'obtention est assez rapide, à la différence des autres aides publiques, mais ça reste un crédit et donc, comme d'autres types, il faut le rembourser. Ce que les entrepreneurs font souvent, c'est le recours aux prêts d'honneur. Les prêts d'honneur, c'est une bonne solution au démarrage quand effectivement on n'a pas suffisamment de fonds propres. Ce sont les prêts qui sont accordés à la personne, à vous en tant qu'individu, mais vous avez l'obligation de transférer cet argent sur le compte courant de la société. C'est considéré comme un apport en compte courant d'associé. L'avantage des prêts d'honneur, c'est un prêt qui a taux zéro. Et en fonction des régions et des types de prêts d'honneur, il peut aller entre 10 à 30 000 euros, parfois même à 50 000, voire plus. Et à la différence d'une subvention, on appelle manifestation d'intérêt, etc., l'avantage, c'est que vous pouvez prendre en compte des dépenses qui sont plus larges, qui ne sont pas forcément liées, par exemple, à l'innovation. D'ailleurs, ça peut vraiment couvrir vraiment toutes les autres dépenses dont vous aurez besoin. Et ce qui va effectivement être important, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, c'est que les prêts d'honneur sont couplés, elles sont conditionnées par l'octroi d'un prêt bancaire. Ce n'est pas systématique, mais souvent, par exemple, la structure qui accorde souvent les prêts d'honneur, par exemple, le réseau Initiative, va souvent vous demander de contracter un prêt bancaire en parallèle. Donc, si vous demandez, par exemple, un prêt d'honneur de 2 000 euros, pour l'avoir, vous allez devoir avoir un prêt bancaire au minimum de 2 000 euros. Mais ça peut être plus. Il y a des réseaux qui demandent, enfin des structures qui vont demander 3 fois plus. Enfin voilà, c'est vraiment variable d'une structure à l'autre, mais sachez que c'est souvent une option. Et à la différence, par exemple, le réseau Entreprendre, un autre réseau qui accorde des prêts d'honneur, ne va pas forcément vous demander à avoir un prêt bancaire. Ce qui va être en revanche très important pour eux, comme d'autres financements publics, mais encore pour les prêts d'honneur, c'est vraiment la création d'emplois, la promesse d'embauche que vous allez émettre, enfin, les créations d'emplois à moyen et court terme, et à savoir, souvent pour le réseau Initiative, ça va être de 3 à 5 emplois à 3 ans. Après, pour le réseau Entreprendre, ça va être beaucoup plus, ça peut aller jusqu'à 5 à 15 emplois créés d'ici 3 à 5 ans. Donc, c'est vraiment une importance pour ces financeurs-là d'avoir comme certitude, enfin en tout cas comme promesse, que vous allez vous développer et que vous allez embaucher par la suite. Donc, les délais d'obtention seront pareils, entre 5 à 6 mois. Disons que c'est généralement un peu plus long pour le réseau d'entreprendre que pour le réseau Initiative, mais c'est encore variable et ça va dépendre vraiment d'une région à l'autre. Au-delà des prêts d'honneur, il y a des prêts publics, notamment pendant la crise de Covid, on en a beaucoup parlé de tout ce qui était le PGE, par exemple. Il y a différentes aides, par exemple, prêts croissance auprès des régions. Il peut y avoir de nombreux autres, la BPI, c'est une banque publique d'investissement, elle accorde de nombreux prêts, par exemple de prêts à aide à l'innovation. Ces prêts sont très avantageux dans le sens où vous avez un différé de remboursement important et une durée qui est aussi assez longue.
et avec des taux relativement bas. Cependant, ça reste un prêt, donc un prêt doit être remboursé. Et pareil, l'examen de dossier va être assez minutieux de la part des financeurs parce qu'il faut satisfaire un tas de critères, que ça soit en termes de fonds propres, en nombre de création d'emplois, nombre d'années d'existence de l'entreprise, son chiffre d'affaires. On peut dire que généralement, ce type de prêt public, il faut quand même généralement avoir au moins un an d'existence. Et idéalement, je ne parle pas forcément des aides, des prêts qui ont été mis en place dans le cadre de la Covid, parce que là, il y a eu beaucoup plus de facilité, mais généralement, les prêts publics, il y en a beaucoup. Mais effectivement, ça va être les critères qui vont être regardés, bah, c'est la croissance de l'entreprise, le nombre d'emplois créés, etc. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que les financeurs publics peuvent vous accorder des garanties, et notamment on peut parler de la garantie BPI, qui est très importante et qui vous aide d'être couvert lorsque vous contractez un prêt bancaire. Ces garanties peuvent aller jusqu'à 70% du montant prêté. Et c'est généralement la BPI qui l'accorde. Et il y a une autre structure qui est France Active qui peut également accorder, notamment dans le cas des garanties spécifiques qui sont notamment pour les femmes, dans le cas de l'insertion, les territoires spécifiques, par exemple les quartiers prioritaires de la ville ou les territoires ruraux, etc. Parfois, donc, vous n'avez rien de particulier à faire parce que la structure auprès de laquelle vous déposez le dossier, par exemple, un prêt d'honneur auprès de… quand les structures de type France Active et France Initiative travaillent ensemble, et lorsque vous demandez un prêt d'honneur à France Initiative, cette garantie peut vous être proposée en même temps. Et parfois aussi, ces garanties sont faites automatiquement par les banques auprès de la BPI. Donc, voilà, il faut le savoir. Et si ce n'est pas le cas, et ça en tête que vous pouvez demander, si c'est possible, de bénéficier de ce type de garantie qui pourrait vous couvrir dans le cas d'un prêt bancaire, même dans les petits montants. C'est possible et il faut le savoir parce que c'est important. Comme toujours, il y a toujours des conditions, il y a toujours un coût. Le coût est relativement bas, mais il y a un coût, donc il faut le savoir. Quelque chose d'important à connaître, c'est qu'en fait, chaque région aura ses particularités. Quand on regarde la carte de la France, on se rend compte qu'effectivement, on sait qu'il y a beaucoup de régions, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de particularités. Donc, ce qui vaut, par exemple, pour la région Île-de-France ne vaut pas forcément pour l'Occitanie, Grand Est ou Bretagne. En fonction, en fait, de chaque territoire, les priorités ne seront pas les mêmes et les besoins des territoires ne seront pas les mêmes. En fait, pourquoi un acteur public soutient la création et le développement d'entreprises? Avant tout, historiquement, l'aide publique au développement d'entreprises est avant tout un moyen de lutter contre le chômage et donc par soutien à la création d'emplois. C'est comme ça que les aides publiques aux entreprises ont été mises en place pour aider justement à baisser le chômage et aider les gens qui étaient au chômage de créer de l'emploi et sortir de cette situation-là. Et donc, au fil de l'an, les réseaux sont structurés, les aides se sont développées. Et en fait, chaque territoire aide la création, aide les entreprises parce qu'ils attendent des entreprises à créer de l'emploi. Création de l'emploi permet donc à chaque territoire d'être attractif et compétitif et donc de se développer. Donc, il faut vraiment, c'est pourquoi j'insiste sur la création de l'emploi, c'est que vraiment, c'est l'un des critères très, très importants lorsqu'on sollicite une aide publique. Et donc, comme je disais, chaque territoire va vraiment avoir ses priorités, ses spécificités. Il va avoir ses domaines d'intervention. Par exemple, la région Grand Est n'aura pas les mêmes priorités que la région Rhône-Alpes. Et donc, ça veut dire que ces moyens de financement ne vont pas être orientés vers les mêmes types de financement de projets. Dans une région, par exemple, dans la région Normandie, vous allez avoir pas mal d'aides dans la filière équine. D'ailleurs, il y a le pôle de compétitivité Hippolia
qui est très actif et donc vous allez avoir pas mal d'aides dans le domaine de la filière équine en région Basse-Normandie, ce qui est aussi logique. Vous n'aurez pas les mêmes aides, par exemple, dans la région Nouvelle-Aquitaine, autour de tout ce qui va être la gastronomie, le vin, etc., et la région Grand Est qui va être beaucoup plus portée sur les projets industriels. Parfois, il faut savoir qu'il y a des conditions un peu particulières, surtout en projet en démarrage, c'est d'être incubé dans une structure locale ou pas forcément locale, mais une structure. Enfin, il faut vraiment être accompagné. Pourquoi? Parce que lorsqu'un entrepreneur est seul, il y a beaucoup plus de risques qu'il n'y arrive pas. Et ça, c'est des études qui l'ont montré, l'expérience l'a montré. Et donc, pourquoi les financeurs publics préfèrent accorder de financement à quelqu'un qui est accompagné par une structure? Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un ancrage territorial, justement pour créer de l'emploi sur place, comme on disait, et donc se développer sur ce territoire-là. Ce que je disais aussi au départ, on ne part pas des financements disponibles, on part vraiment de ses besoins et ensuite, en fonction de ses besoins, chercher des financements, sinon ça n'a pas de sens et on ne s'en sort pas. Et donc, il faut vraiment poser la question avant de vous lancer parce qu'en fait, pour déposer un dossier, il faut vraiment bien structurer des choses et bien les structurer vraiment en avant. Donc, définir son projet, élaborer une stratégie, déterminer les coûts. Donc, quand vous vous présentez auprès d'un financeur, il faut savoir de quoi vous parlez. Vous savez qu'est-ce que vous voulez financer, pourquoi financer, où vous allez. Donc, il faut savoir quels sont vos besoins financiers et quand. Il faut vraiment avoir déjà tout ça en tête. Et avant même donc de déposer un dossier, il faut vraiment que vous structuriez tout en amont. Déjà, il faut que vous soyez sûr d'être éligible. Comme je vous disais, il y a 500 dispositifs en France, mais ce n'est pas pour autant que vous serez éligible. Il faut vraiment, vraiment bien lire toutes les conditions, des règlements, des cahiers des charges, parce que ça ne sert à rien de passer son temps à préparer les dossiers qui peuvent être parfois très lourds. Parfois, c'est une trentaine de pages à préparer pour se rendre compte à la fin qu'en fait, vous ne rentrez pas dans les cases. Dans sa présentation, il faut être assez clair, assez précis dans ce qu'on veut faire et répondre aux exigences, donc à ces cahiers des charges qui sont bien... Il faut bien lire ces cahiers des charges. Souvent, ce qu'on dépose, c'est effectivement un pitch deck, c'est une présentation, comme je reviens, toujours être assez clair, synthétique, très dynamique, on ne s'ennuie pas parce qu'un financeur public a des tonnes et tonnes et tonnes de dossiers à examiner, un document à lire. Il faut que ça soit très pertinent, que ça réponde bien à la problématique du financement. Et il faut qu'il soit beau. Enfin, c'est toujours mieux parce que sinon, quand c'est pas beau, on n'a pas envie de lire. C'est aussi simple que ça. Et la partie financière, donc il faut vraiment avoir une bonne structuration financière dans le sens où il faut traduire sa vision en chiffres. Il faut être toujours ambitieux mais réaliste. En fait, les financeurs n'aime pas quand on a l'impression qu'au bout d'un an d'existence, on va faire des millions et des millions parce que la réalité est souvent un peu différente. Et il faut être capable de démontrer une vision à long terme. Donc, généralement, donc ça, je vous ai dit, donc généralement, il faut savoir que quand on dépose ce type de projet, on va toujours avoir donc à déposer un pitch deck, une partie financière et évidemment le dossier qui va chaque fois être spécifique en fonction de chaque financeur. Chaque financeur va généralement avoir sa trame à constituer, à remplir, à renvoyer. Donc tout ça, quand je vous dis, parfois, ça peut être des dossiers qui peuvent avoir une trentaine de pages. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, rapidement, ce que je vous ai dit. Donc, juste pour terminer, mais on en a déjà discuté. Donc, pour Yves Start, donc, nous sommes 3 cofondateurs. Je vous en avais déjà parlé. On offre, quand je vous ai dit, de l'accompagnement à la structuration de projets, une aide à obtention des financements publics et privés. Et on vous aide aussi à trouver un tas de experts dans tous les domaines en France, mais même à l'international. Donc, on a vraiment des experts dans tout domaine. On fait des mises en relation. Donc, ça peut être dans l'industrialisation, marketing, prototypage. C'est vraiment une palette large d'expertise.